l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 26 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec 3 experts aujourd'hui autour de la table, Christophe Buron, Manu Caillot et Jeff Nunez. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Alors bonjour. Le débat du jour, il portera sur Camille Lopez. Peut-il rebondir après ses mésaventures en bleu? Nous nous poserons la question après avoir évoqué le match de challenge européen qui a vu la victoire donc de l'ASM face à Northampton. Il y aura aussi vos tops et vos flops et le quiz avec du Julien Malzieu dedans. Mais pour commencer, 3 infos. La première, elle concerne l'affluence au Michelin hier soir lors du match ASM Northampton. 15 399 spectateurs, soit la plus faible affluence cette saison. J'ai vérifié les chiffres. Lors du match de... En challenge même en top 14. Ah d'accord. Et lors du match de phase régulière face au Sens, ils étaient 15 629 dans les tribunes. Alors on a beaucoup parlé de la politique tarifaire du club, ça a pas mal suscité d'émotions de la part des supporters, mais finalement est-ce que c'est le challenge européen qui intéresse peut-être un peu moins des supporters qui ont l'habitude de joutes européennes un peu plus... Il n'y a qu'à voir l'affluence contre Timisoara qui était supérieure, c'était un match du challenge. 16 110, j'ai noté. 110, ouais. Tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment un problème de coût, vu que les abonnés devaient remettre la main à la poche, vu que ça ne rentrait pas, bon ça ils le savaient. Et c'est vrai que la politique tarifaire était un peu élevée. Ils ont estimé en tout cas qu'elle était un peu élevée. Et notamment tous ces abonnés qui sont dans des tribunes plutôt, on va dire, confortables entre les deux lignes des 22. Eux, alors je ne connais pas le prix à la place sur un abonnement, mais là il fallait qu'ils remettent 55 € pour un match. Et c'est vrai que pour beaucoup ça faisait cher. Et visiblement le président a mis un peu d'eau dans son vin. En top 14, en fait, il y a 5 catégories de tarifs au stade Michelin. Et sur les compétitions européennes, donc Challenge Cup et Champions Cup, le PCR demande à ce qu'il y ait 3 catégories. Parmi ces 3 catégories, il y a les pesages. Donc c'est pour ça qu'hier, je ne vais pas dire de bêtises, c'était 15 € donc pour les pesages. On passait à 39 et les places les plus chères étaient à 55. Donc il y avait ces 3 catégories. Donc forcément, sur certaines catégories, il a fallu calculer une moyenne qui a été calculée vers le haut, forcément. Alors il y a le prix, mais il y a aussi d'autres facteurs dans lesquels je reviendrai dans mon flop. Voilà. Ça marche, ça s'appelle du teasing. La deuxième info, elle concerne Jamie Cudmore qui a fait acte de candidature pour le poste de sélectionneur du 15 de France. Alors c'est pas un poisson d'avril, l'ancien joueur de l'ASM a posté un tweet que nous allons voir il y a quelques jours en réponse à un article publié sur le site de Rugby Rama avec le titre suivant: la FFR demande au club s'ils veulent un sélectionneur étranger. Eh bien Jamie Cudmore a écrit: ça tombe bien, je suis libre à la fin de la saison. Rappelons que le Canadien est actuellement manager de Provence Rugby. Provence Rugby en Pro D2 et qui n'est pas conservé la saison prochaine. Voilà, la troisième fois. Ça relève quand même un peu de la boutade de la part de Jimmy Cudmore. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est pas un poisson d'avril. Mais c'est pas d'illusion. Voilà, pancarte humour, comme on dit. La troisième info, c'est pas vraiment une info, mais plutôt une tendance. Alors, elle concerne Brock James, qui, alors je l'ai lu dans le middle, pourrait quitter à la fin de la saison le club de Bordeaux pour revenir à La Rochelle, où l'ancien demi d'ouverture de l'ASM a joué. Il pourrait intégrer le staff du stade Rochelais. Des infos là-dessus, Des Christophe? infos non, mais on sait que ça va bouger dans plusieurs staffs, et notamment les staffs bordelais et rochelais, vu que Christophe Furios va arriver à Bordeaux et qu'il a l'habitude de venir avec ses hommes à lui. Donc il n'y a pas de place pour Brock James apparemment à Bordeaux-Bègles, à l'Union Bordeaux-Bègles. Et il se murmure aussi que Xavier Garbajosa, mais ça c'est... Oui, on l'annonce à Montpellier, c'est ça? Oui, il y a une info que j'ai pu un peu vérifier. Il y a de très grandes chances qu'il aille du côté de Montpellier. Et là, il y aurait une place peut-être à prendre aux côtés de Jono Gibbs à La Rochelle. Et c'est vrai qu'il a le profil. Alors, en parlant de Urios et de son staff, alors il ira à l'UBB avec Frédéric Charrier, qui en effet s'occupe des 3 quarts, mais sans entraîneur des avants, parce que Joël Abd devient entraîneur numéro 1 à Oyonnax. Donc c'est vrai que... Un retour aussi dans son ancien club, pour lui aussi. Un retour aux sources, en effet, là où il avait joué en France en arrivant d'Angleterre, me semble-t-il. Donc ça veut dire que ça va être un peu bouché, en effet, du côté de l'UBB
Pour James. pour Brock James. Il faut s'attendre donc à un jeu de chaises musicales. L'épisode 26 du podcast Ici Montferrand se poursuit. Je vous propose tout de suite un focus sur le quart de finale de Challenge européen qui opposait hier à l'ASM aux Saints de Northampton. Alors un match qui a vu la victoire des Clermontois 61-38 à l'issue d'un match complètement fou. Christophe, c'était un petit peu la fête au village quand même, ce match. Pendant au moins... il y a eu 10 minutes d'absence totale du côté clermontois, alors qu'ils avaient très très bien maîtrisé la première période. Et après, c'est vrai que ça a été un peu n'importe quoi. Au-delà du trou d'air, c'était un coup à toi, un coup à moi. Mais heureusement, ils ont mis un coup d'accélérateur à la fin. Mais c'est vrai que cette période-là de 10 minutes, un quart d'heure, interroge. On voudrait bien en connaître l'origine. Est-ce que c'est une panne physique? Est-ce que c'est une panne un petit peu dans la tête? Est-ce que c'est de la suffisance? La suffisance, on pense pas, mais peut-être bien un peu de négligence, quoi, de dire voilà, on mène 30 à 3 ou je sais pas combien, mais bon, Il y avait à ce moment-là, il y avait plus de 20 points d'avance. Un peu plus, il y avait 25 points. Plus. Il y avait 30 à 3. 37-10. Après, c'est passé à 30 à 10. Il y avait 37 à 10. Ils sont revenus à 37-21, 21-0. Alors oui, alors il y a 37-31. 37-31. Oui, alors il y a ces 3 essais encaissés en 6 minutes, mais si on remonte un tout petit peu avant, il y a aussi 2 essais marqués par la SM juste avant. C'était un match un peu fou et un rebondissement où je pense que les entraîneurs des défenses doivent quand même S'arracher les cheveux. s'arracher les cheveux par rapport, mais là on en reviendra peut-être plus tard sur en revanche la précision et le nombre de plaquages ratés. C'était 67%, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, pour une équipe, 70 pour l'ASM, je crois, un peu plus, mais à peu Oui, C'est donc vrai que ce c'est sont des un statistiques taux, qui sont quand même très basses. assez faible, L'ASM, généralement, c'est vrai qu'il tourne autour des 80%, voire voilà, plus. Voire plus. Hier, les standards quelques petits plaquages internationaux sont nettement plus élevés, en effet. Ouais. Alors on va rappeler que les Saints, qui étaient largement dominés, sont revenus donc à 6 points, on le disait. Je vous propose tout de suite d'écouter Franck Azema, l'entraîneur de l'ASM, à l'issue de la rencontre. On avait fait les choses dans l'ordre sur le début de match et sur une bonne partie du match pendant 45-50 minutes. Et après, on s'est relâché. Et dès que tu te relâches un petit peu contre ces équipes-là, tu le payes. Mais bon, voilà, on va pas faire la fine bouche. Les gens sont contents. Ils ont vu des essais, il y a eu du spectacle. Je pense que c'était bon aussi pour le rugby. Alors, messieurs, ok, il y a du spectacle, comme l'a dit Franck Azema, mais ceux qui ont l'habitude de décrypter un petit peu un match de rugby, c'est votre cas, ont de quoi rester un petit peu dubitatif quand même. Oui, enfin, il disait que c'était du beau spectacle pour le rugby. Enfin, il a quand même dit qu'il se serait bien passé des 10 minutes Oui, de trou d'air, c'est vrai aussi. Ouais. qui a accompagné cette période là où les Saints ont marqué ces 3 ou 4 essais. Ouais. Alors, il y a eu l'expulsion quand même d'un joueur des Saints à la demi-heure de jeu, 28e minute exactement, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est un tournant dans ce match? Au bout de 28 minutes et 0,3 secondes. Ah, pardon, excusez-moi. On a le chrono exact, parce que j'ai revisionné l'action. Le plaquage à l'épaule est à 27 minutes et 58 sur Ituria, voilà, et 54 qui secondes. Qui filait à l'essai. Et l'arrêt du chrono, à partir du moment où ça commence à se bousculer dans les pancartes publicitaires du Michelin, c'est 28-03. Je parlerais plutôt d'une charge à l'épaule que d'un plaquage d'ailleurs. Oui, alors, ouais, c'est un tournant ou pas ou... Non, je pense pas. Pour moi, non. c'est pas un tournant, non. Parce non. que déjà, Après, jouer à 14, à ce quand même. moment-là, clairement, avait vraiment mais- la main mise. Même si cette première mi-temps, qui est d'apparence très aboutie, il ne faut pas oublier que les Anglais sont rentrés 2 fois dans leur but sans marquer. Ça aurait pu aussi changer un peu la Puis de donne. la SM, tu parles de ce carton jaune. Si je dis pas de bêtises, la SM ne score pas Non. sur cette période-là. Donc la SM n'en a pas profité. Enfin, ça n'a pas profité à la SM. Pas immédiatement en tout cas. Pas immédiatement. Non. Ça a Alors, sûrement compté après derrière parce que les efforts forcément fournis par les Anglais à 14, peut-être que les Anglais ont fini par les payer dans le match un peu plus tard. Mais sur cette période des 10 minutes, ça ne s'est pas concrétisé au tableau ce d'affichage. sont même les Saints qui ont failli marquer, mêlé après un petit côté fermé. Ouais. Et c'est un retour défensif de Penaud et Parra qui permet de préserver l'embut. Alors, on a entendu Franck Azema. Je vous propose tout de suite d'entendre Benjamin Kayser, le talonneur de l'ASM, qui évoque ce moment de flottement au cours duquel l'ASM a encaissé 4 essais en 9 minutes. Ça nous arrive malheureusement de temps en temps. C'est peut-être le revers de la médaille d'une équipe qui joue beaucoup et qui produit beaucoup. Il y a des fois on a des trous d'air ou physiques ou stratégiques, mais évidemment qu'on n'a pas envie que ça se reproduise. Alors, la question, messieurs, que je pose, est-ce que l'ASM a un jeu à risque? Non, je pense pas. On voit Toulouse qui a un jeu aussi très tourné sur l'offensif, sur les relances et tout. Et pour l'instant, ils ne présentent pas ce genre d'espace de trou d'air et de flottement
la lumière s'éteint, comme ça c'est produit hier à l'ASM. Donc pour On l'a vu l'instant, après. ça reste inexplicable. Non, oui, c'est. Oui, après ce qui est rassurant aussi, c'est que derrière, quand ils ont réaccéléré, ils ont marqué. On a l'impression que quand cette équipe veut marquer, quand elle accélère, Elle met ça le pied passe. sur On a l'accélérateur. l'impression et ça qu'ils avaient passe. mis le bouton sur pause et voilà, à un moment ils se sont dit tiens, il faut le rallumer. Je pense, parce que très honnêtement, qui dit jeu à risque, ça veut dire qu'on tente des choses improbables, mais jusqu'à preuve du contraire, les essais encaissés pendant ces minutes de flottement ou d'absence, c'est pas issu d'attaques clermontoises qui ont mis en déséquilibre le dispositif défensif ou la réorganisation collective. Non, c'est tout simplement qu'à un moment, on a été beaucoup moins précis sur les zones sur les plaquages, on a été beaucoup moins rigoureux dans les duels. C'est tout simplement ça. Alors, il y a un joueur qui était particulièrement en forme hier sur la pelouse du Michelin. Il y en avait pas mal. On se rappelle les 3 essais de Betham, les 3 essais de Penaud. Mais c'est Peseli Yato. Je voulais vous montrer une infographie pour voir quelques stats parlantes. Alors, face aux Saints, Yato a gagné 58 mètres. Il a battu 3 défenseurs. Il a réalisé 11 plaquages et n'a concédé aucune pénalité. On peut dire que c'est plutôt propre comme simplement, performance. je vous coupe. Rajouter un chiffre, c'est à votre série de stats, sur le nombre de ballons qu'il récupère au sol. Il est à 6 ballons récupérés au sol, ce qui est énorme. Il a fait vivre un enfer aux Saints en première mi-temps en grattant justement sur les Saints, sur les différentes attaques qu'ils ont pu avoir. Il a annihilé 4 occasions sur la première mi-temps, ça c'est sûr, et il récupère encore en deuxième mi-temps 2 autres ballons. Et souvent des ballons qui ont été bien exploités derrière, sur lesquels l'ASM a pu scorer. Et c'est surtout autant d'occasions dont on prive l'adversaire pour nous mettre en danger, tout simplement. Yato confirme tout simplement son excellente saison. Oui, ça ne nous surprend pas. On peut plus parler de début de saison parce qu'on arrive plutôt sur la fin. Mais il confirme qu'il a gagné en régularité, en précision. Et il était attendu sur ce match-là, à mon avis, sa place aux côtés d'Ituria et de Lee, qui sont, à mon avis, aujourd'hui indispensables dans cette complémentarité, se jouer avec Fischer, et notamment dans ce fameux jeu au sol où il faut aller gratter. Et il a confirmé, là, il a prouvé qu'il était capable aussi de, justement, comme l'a dit Manu, au sol, d'être très 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 performant. Et quel retour sur Reynac sur la première action. Arrêtez, vous allez spoiler mon flop. Vous allez On spoiler mon le top, garde les gars. quand même. Mon top, les gars. Nouveau teasing. Alors on va le rappeler quand même, l'ASM est qualifié donc pour les demi-finales de la compétition. Ce sera face aux Harlequins dans 3 semaines sur la pelouse du Michelin. Les Harlequins qui ont battu Worcester et qui ont donc décroché leur billet pour venir jouer en Auvergne une place en finale. Et alors de l'autre côté, La Rochelle, donc vainqueur de Bristol, accueillera les Sharks de Sale. C'est bien les Sharks, je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est la Les première Sharks fois qu'on verra des requins dans la baie de La Rochelle, au port de La Rochelle. Avec Alors- Andrei Ostrikov. Mais alors est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à justement à ce trou d'air alors qu'on entre dans le dernier carré Après, c'est peut-être cette équipe aussi de Northampton qui convient pas à Clermont. Dès que les scènes, ça joue de partout, ça joue tout le temps. Les Harlequins, c'est complètement différent. C'est une autre structure de jeu, c'est une autre philosophie de jeu. On verra ce que ça donne, mais je pense pas que ça puisse se reproduire face à toutes les équipes, quoi. On l'avait vu effectivement lors de ce fameux match de janvier qu'on C'est quand même 2 on a trous d'air. beaucoup évoqué avant. En deuxième mi-temps, ils avaient marqué, je crois aussi en 12 minutes, ils avaient marqué 3 Tout essais, à fait. les Saints. Ça a été un bis répétita là, face à la Mais même équipe. les Queens n'étaient pas venus ici il y a peut-être 3 saisons, jouer un match de Grande Coupe d'Europe et ça n'avait pas donné lieu à un match très... Non, c'est 2013, je crois, la Oui, ça dernière. remonte un peu plus. Donc C'est ça un peu commence plus à remonter, 2013, mais il me semble pas que c'était pas dans des proportions telles Oui. en tout cas. Ok, ici Montferrand, épisode 25, c'est maintenant l'heure du débat et la question suivante donc, Camille Lopez peut-il rebondir? On le sait, le demi d'ouverture de l'ASM a connu un tournoi à destination, plutôt mouvementé, avec le 15 de France. Il essaie de se refaire une santé avec son club. Nous sommes début avril. Qu'en est-il de Camille Lopez aujourd'hui? Docteur Buron, je vous écoute. Déjà, il faut remettre dans le contexte de cette équipe de France, c'est-à-dire qu'il est sorti après le deuxième match en Angleterre où il n'a pas été très performant, ça il faut bien l'avouer. Et il revient contre l'Italie, et là, il subit un camouflet quand le staff le fait rentrer 4 secondes, donc visiblement ça l'a beaucoup affecté, il est rentré énervé, peut-être même un peu abattu. Et c'est vrai que sur ces 2 matchs qu'on suivi, qui sont Agen et celui de Northampton, on ne retrouve pas Camille Lopez rayonnant comme on le connaît, comme on a pu le voir par le passé. Donc c'est vrai que
Le débat est là, quoi. Va-t-il rebondir? J'espère qu'il va redevenir l'ouvreur de Clermont qu'on connaît, capable de tenir son rôle de patron du jeu. Mais c'est vrai que pour l'instant, on le sent en dedans. Et il y a un secteur pour moi qui est particulier, qui est le jeu au pied. Et là, on voit qu'il a un peu de mal. Bon, il a eu une ou deux diagonales hier qui étaient intéressantes, mais c'est sur la longueur du jeu au pied où il n'y a pas que lui dans cette équipe. Là, c'est vraiment un problème de cette équipe par rapport aux sorties de quart, notamment dans le jeu au pied. Et Camille Lopez. Alors c'est vrai qu'il a eu, j'ai trouvé aussi, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait une longueur de jeu au pied assez courte, inhabituelle même. Camille Lopez, c'est pas le plus gros non plus pied du championnat de France, hein, c'est clair et net. Mais il a un jeu tout à fait, une longueur de jeu au pied qui est tout à fait honnête, voire un peu supérieur à la moyenne. Mais c'est vrai que sur le premier acte, je l'ai trouvé un peu en dedans, un peu sur la réserve, un peu sur la retenue. Et là où Christophe parle de, est-ce qu'il ne faudrait pas le suppléer dans certaines, voilà, pourquoi pas. On lui a retiré par rapport à sa blessure ce qui était tentative au but. On l'a soulagé de cette mission pour qu'il se concentre sur le jeu. Est-ce que, mais bon, à force de lui retirer des prérogatives d'un ouvreur buteur, ce qu'il était quand même au départ, est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer le garçon et lui faire perdre quelque part tous ses repères? Alors on va jeter un œil sur la fiche de Camille Lopez. Alors, merci à Julien Velay qui a produit cette magnifique infographie. Alors Camille Lopez, Quel talent, Julien Velay. il fêtera dans 2 jours ses 30 ans. Il compte actuellement 34 sélections en équipe de France, dont 30 en tant que titulaire. Il a inscrit sous le maillot bleu 262 points. Enfin, il a gagné 15 matchs avec la France et il en a perdu 19. Comment vous jugez son parcours? Il y a des ratios plus négatifs sur cette période-là, je parle. Hein. Oui. Il a regardé ceux du capitaine, quoi. Il a fait des bons matchs en équipe de France, mais c'est vrai qu'à l'échelon international, il a un petit peu buté. Il a un peu trouvé son plafond de verre, quoi, qu'il a du mal un peu à percer. Même si il y a eu quelques rencontres où il a été décisif quand même. Donc c'est la question, l'éternelle question qu'on pose. Est-ce qu'il a l'envergure internationale par rapport à d'autres ouvreurs? Je reste persuadé, en tout cas, je suis plutôt optimiste et je veux croire à un retour de Camille Lopez. Rien que sur des petits détails déjà, quand on voit hier les diagonales qui tentent au pied, alors certes, ça amène, je crois, 2 essais, notamment tout à fait. Si il n'était pas en confiance, alors sûrement qu'il est revenu affecté, et on peut comprendre, le staff tricolore a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit dans cette situation aujourd'hui. Oui, mais il n'est pas forcément au fond du seau. Non, quoi. Parce que s'il était vraiment au fond du seau, je pense que ces gestes-là, il ne les tenterait pas, ou en tout cas, il les raterait. Il y aurait des gros ratés. Il les réussit. Ça va revenir petit à petit. Je veux y croire. Voilà. Après, il y a un domaine où il a été en difficulté hier, certes sur la longueur au pied, mais c'est sur la défense. C'est sur la défense. J'allais en parler. Pas mal de plaquages ratés. C'est peut-être aussi dans la tête, ça. Donc il faut après, sur le match de hier, il faut peut-être mettre un bémol aussi, parce qu'il s'est fait secouer dans la première partie du match. Je ne sais plus à quelle minute exactement. Effectivement, oui. Mais il est resté assez tôt dans le match. Il est resté par terre. Est-ce que ça l'a pas un peu secoué? Tout à fait, très rapidement même, avant la fin du premier quart d'heure, il me semble. Moi aussi, j'ai envie d'y croire à Camille Lopez, tout simplement parce que depuis le temps que j'en parle ici, moi je crois à cette charnière qui, pour moi, Lopez-Parra, est la meilleure de France. Je me répète. Alors, elle a pas prouvé au très haut niveau international et elle a été immédiatement sanctionnée et punie. Mais je continue à croire que on n'a pas mieux en France aujourd'hui comme charnière que Morgane Parra à la mêlée et Camille Lopez à l'ouverture. Alors messieurs, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview de Camille Lopez. Alors c'était le 2 mars dernier, avant le match Irlande-France. Alors, il évoque sa période délicate avec les Bleus. C'est des moments compliqués, mais j'en ai déjà vécu. Je vais encore en vivre sûrement dans ma carrière. Donc le tout, c'est, comme je l'ai dit, c'est de savoir l'accepter, de l'absorber et de passer à autre chose. Alors messieurs, forcément, la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que Camille Lopez va disputer la prochaine Coupe du Monde au Japon en septembre? C'est gros point d'interrogation, là, parce qu'il y a des candidats à ce poste pour l'équipe de France, même si pour moi Romain Ntamak aura du mal à s'installer pendant 6 mois avec le numéro 10 dans le dos. Mais on a le sentiment quand même que Jacques Brunel, vu de l'extérieur et de l'amateur, on va dire, on a l'impression que Jacques Brunel veut faire confiance aux jeunes, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Bon, il n'est pas excessivement vieux. Hein. Non, il n'est pas vieux, mais Camille Lopez, il a 30 ans. Quoi. Bah, Donc, disons que j'ai peur que ça trotte un peu dans sa tête de rater cette Coupe du Monde, parce qu'il faut quand même aussi rappeler qu'il y a 4 ans, il avait raté celle de 2015. Alors c'était une histoire de brouille, c'est ça, entre brouille l'ASM et le sélectionneur de l'époque, donc Philippe Saint-André. Voilà, sur une histoire de blessure. Avant un match du tournoi, c'est ça? Avant un match du tournoi. Enfin bon, il y a eu un imbroglio à ce niveau-là et ça lui avait un peu coûté sa place. Et du coup, il n'a pas été en Angleterre. Il n'a pas été faire la Coupe du Monde et celle du Japon, c'est pas sûr qu'il la fasse. En tout cas, sa sélection pour la Coupe du Monde passera par de très bonnes performances en club et notamment sur ces matchs couperés qui vont arriver, les matchs de phase finale, que ce soit sur la scène européenne ou le championnat. Rappelons-nous il y a 2 ans, et le titre, il a été décisif sur toutes les phases finales, notamment cette demi-finale à Marseille. Et donc ça veut dire qu'il peut retrouver ce niveau-là sans problème. Même s'il a aussi un petit bémol, c'est que ce garçon, entre-temps, a eu une grave blessure, fracture ouverte quand même de la cheville. Il reconnaît que ça le gêne. Ouais. Les sensations ne sont plus comme avant. Mais par contre, tout le monde ignore à quel point c'est handicapant dans son jeu et que ça le gêne vraiment par rapport à ses propres performances et notamment à la longueur de son pied. Alors après, ça dépend aussi avec combien d'ouvreurs Jacques Brunel et son staff veulent partir à la Coupe du Monde. Parce que Ntamak, il a été intronisé ouvreur. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas joué non plus à ce poste lors de cette journée. Non, il n'est pas très souvent ouvreur. Voilà, Jalibert, on nous dit c'est merveille, c'est peut-être le futur ouvreur de l'équipe de France, mais il joue un match sur 3 et il passe 6 mois à l'infirmerie chaque année. Donc c'est difficile de bâtir sur la durée avec des joueurs qui manquent de constance et dont les corps ne les suivent pas dans le rugby de très haut niveau. C'est pour ça que j'en reviens à ma charnière. Moi, je trouve la meilleure de France. Je pense que l'atout de Camille Lopez, c'est son expérience parce que je ne vois pas Jacques Brunel partir qu'avec des jeunes. Et là, pour l'instant, la concurrence, elle est essentiellement jeune. C'est Ntamak, c'est Jalibert, c'est peut-être Carbonel. Bello peut-être Bello il vient de faire le tournoi quand même en numéro 2. Partir avec trois gamins à la Coupe du Monde, ça me paraît un peu risqué. Et là, l'atout de Camille, c'est vraiment d'avoir l'expérience, le vécu, pour peut-être amener justement ce petit plus. Et pour en revenir à ce que disait Jean-François, c'est vrai que ça va dépendre du nombre d'ouvreurs amenés. Et là, par contre, alors c'est pas un atout pour lui, c'est qu'il y a des joueurs qui sont polyvalents, et notamment un Antoine Dupont qui peut jouer, parce que le match de hier que fait Dupont pendant 60 minutes à l'ouverture, voilà quoi. Donc c'est pas il peut y avoir que 2 ouvreurs de métier à la sortie pour faire clair. Et en tout cas, pour terminer ce débat, on va rappeler que Jacques Brunel donnera la liste le 18 juin prochain, c'est ça? C'est ça. Si je dis pas de l'appel l'appel du 18 juin, voilà. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. On est un petit peu à la bourre, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Alors, on va faire vite. Christophe, ton top, s'il te plaît. C'est le jeune ailier toulousain, Tozin, qui en 2 matchs vient de prouver qu'il avait non seulement le talent et capacité pour jouer à haut niveau, mais qui dégage une sérénité, qui est absolument pas soumis à la moindre pression. C'était quand même son premier match de Coupe d'Europe de sa carrière, sa jeune carrière, il a 20 ans, à l'Arena hier, et il a tenté des choses, et notamment cette Chistera improbable et réussie. Donc ce garçon me semble promis un bel avenir, s'il confirme dans les semaines à venir. Chapeau l'artiste. Manu, ton top? Ce sont les clubs français sur la scène européenne. Alors il ne peut pas y avoir plus de 3 clubs. Ils étaient 4 qualifiés en quart de finale. Il y en aura 3. Toulouse donc en Champions Cup. Qui a éliminé le Racing. Voilà, tout à fait. L'ASM et La Rochelle. Qui a éliminé Northampton. Et La Rochelle qui a éliminé Bristol. Bravo. Donc voilà, chapeau à ces 3 clubs. Il y aura donc 3 clubs en demi-finale sur les 2 Coupes d'Europe. Il y a peut-être une finale 100% française en challenge. Tout ce qu'on espère. Ton top, Jeff? Mon top à moi, c'est Yato. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je retiendrai de lui cette action défensive, tout simplement. Parce qu'elle permet à l'ASM de ne pas être menée. Et qui sait si une fois devant au score, ces Saints n'auraient pas été encore plus imprévisibles. Ils n'auraient pas mis un peu plus de folie beaucoup plus vite dans le match. Donc ça a permis à l'ASM de rester devant au score. Et je pense que ça a mis certainement un petit coup au moral à Northampton, parce que Reinach, il avait qu'à aller tout droit, et il y avait SM, mais il tente un petit retour intérieur et il se fait croquer par le 3e lignier. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Voilà mon top. Ton flop, Christophe? Mon flop, c'est un peu ce qui s'est
des explications du trou d'air de l'ASM hier. C'est un peu le coaching massif qu'a entrepris Franck Azema. 4 changements d'un coup, c'est ça? À la 58e minute, je trouve ça a un peu déséquilibré l'équipe, le temps que les joueurs se mettent en place, rentrent dans leur match, et 58e, et puis à partir de la 61e, c'est parti. Hein. Les Anglais ont mis le coup d'accélérateur, 3 essais en 6 minutes. J'ai trouvé ce coaching un petit peu massif, et peut-être un peu même précoce. Enfin, précoce, non, parce qu'il y avait 30 à 10, je crois, à ce moment-là. Et dans l'eau, il y a Morgan Parra qui sort, hein, si je dis Il y a pas Morgan de Parra bêtises, qui a ouais. assumé le tempo de ce match. Il y avait surtout le droitier Slimani. Voilà, donc ça a un peu perturbé, à mon avis, l'équipe, le temps qu'elle se mette en place. 21-0. Manu, ton flop? Alors moi, ce sera pour l'ASM, un petit carton rouge à l'ASM. Il y avait le match des espoirs hier après-midi entre l'ASM et le Stade Aurillacois. Voilà, à 15h. Et les dirigeants cantaliens avaient demandé à l'ASM savoir s'il pouvait avoir des places pour l'effectif et pour le groupe Pour assister espoir, au match, pour assister au match en pesage. Hein, ils n'avaient pas demandé des places à 55 € en pesage. Et après le match, les jeunes cantaliens ont repris le quart. Alors peut-être ont suivi le match sur notre live, je ne sais pas. Mais voilà, n'ont pas pu assister au match. Je trouve que c'est un petit peu dommage, en sachant en plus que le stade n'était pas plein. Loin de là, on en a parlé tout à l'heure. Ça aurait été un geste sympa pour les jeunes cantaliens, assister à un match de challenge, surtout en plus. Le club régional, c'était pas pour un autre club en plus. Là, c'était pour le Stade Aurillacois, un voisin. Puis en plus, avec 13 essais à la clé. C'est dommage, je trouve. Jeff, ton flop? Alors mon flop, moi, on en a parlé tout à l'heure, tu as parlé de l'affluence. Alors il y a la politique tarifaire, vous en avez parlé, avec le PCR qui impose les 3 niveaux de prix. Mais alors il y a aussi l'horaire, 19h, un dimanche soir, une diffusion sur une chaîne de la TNT gratuite. Donc France 4. France 4, tout le monde a pu le voir. Et puis bon, l'air de rien, un match le dimanche à 19h, si on habite à Ambert, donc quasiment 1 heure de route d'ici, fin du match 21h, le temps de boire un verre ou deux, on part du stade à 22h, ça fait rentrer à 23h chez soi. Ça fait très très tard. Hein. Il y avait vraiment que les gens qui sont venus en tram, certainement, et de pas trop loin, et qui ont aussi des facilités financières qu'on puisse se permettre on sait que ce sont les diffuseurs qui décident. Les diffuseurs sont les payeurs. Je pense que les commerces de proximité partagent le flop de Jean-François, parce qu'il s'est peut-être bu moins de bière que d'habitude, parce qu'en effet, après 21h un dimanche, on rentre. La semaine commence le lundi. Il y a boulot le lundi matin. Allez, ce podcast est bientôt terminé. On finit très rapidement, messieurs, avec le quiz. Alors, on va commencer avec... C'est un quiz Julien Malzieu, et je ne veux pas réviser. Non, sérieux. pas que lui. Alors, on commence avec Julien Malzieu. Silure. Vous avez vu le silure que j'ai chopé. Donc Julien Malzieu qui a porté le maillot de la SM, ça je vous apprends rien. Il a honoré sa première sélection en équipe de France le 3 février 2008 face à l'Écosse. Alors en tout, Julien Malzieu compte 20 sélections chez les Bleus et il a inscrit 5 essais lors de sa carrière internationale. Il en a inscrit 1 contre l'Écosse, 1 contre l'Angleterre, un autre face à l'Argentine et 2 face à quelle sélection? Italie. Voilà, bon, l'Italie en 2009. Dont un magnifique 2012. où je crois qu'il bat 5 ou 6 défenseurs sur l'action. Celui de Rome ou Non, c'était au Stade de France. France. Nous y étions. Gérald Merceron, lui, il compte 32 sélections en équipe de France. Sa première cape, elle remonte au 3 juin 1999 face à la Roumanie. Les Bleus avaient ce jour-là écrasé les Roumains 62-8. Ce qu'on appelle une belle branlée. Merceron était rentré en cours de match à la 60e minute. Qui avait-il remplacé? En quelle année? 99. En 99. 99. Thomas Castagnède. Voilà. Et Castagnède qui jouait à l'époque en Angleterre. Non. À Toulouse. Au Saracens, non. Castres. À Castres, juste avant de partir au Saracens. Ouais. Il partait l'année d'après au Saracens. Une question concernant maintenant Philippe Saint-André, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Il compte 69 sélections en équipe de France. Alors, au classement des meilleurs marqueurs d'essais chez les Bleus, l'ancien joueur de l'ASM arrive en 3e position avec 32 essais inscrits durant sa carrière internationale, qui sont les Blanco deux Bernatsal. premiers. Blanco, c'est là. Non, Blanco. c'est plus proche de nous. Blanco et Vincent Clerc. Vincent Clerc, effectivement. Blanco qui a inscrit 38 essais et Vincent Clerc qui, lui, en a inscrit 34. Allez, dernière question. Oui, on est carrément à la bourre. Elle concerne Mario Ledesma, l'ancien talonneur de l'ASM qui a disputé une demi-finale de Coupe du Monde en 2007. C'était sur la pelouse du Stade de France. Tu t'en souviens, Manu? Oui, il y était. C'était face à l'Afrique du Sud. Les Springboks l'avaient emporté largement 37-13. Alors, Mario Ledesma, il était titulaire pour ce match. Qui étaient ses compères en première ligne? Roncero. Roncero du Stade français. Celso. Et Celso,
qui jouait donc. T'étais à au match, l'ASM. Christophe ? Je Voilà. crois. Voilà, bon, d'accord, trop facile. Voilà, donc l'épisode Prochaine 25 fois, du pose des podcast. questions des matchs où j'étais. Ici Montferrand est terminé, je te poserai les questions de hockey sur glace la prochaine fois. Un épisode donc vous pouvez télécharger sur différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. Et à Merci, lundi prochain. Martial. Ciao. Au revoir. Au revoir. Salut.